Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier journal, le 23h de RTI1. On regarde les titres. Présent à Yokohama pour représenter le président Alassane Ouattara, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a mis en avant les acquis de la Côte d'Ivoire en matière de gouvernance sécuritaire et de cohésion sociale. Lors de la séance plénière de cette 9e édition de la TICAD, il a rappelé les efforts consentis depuis 2011 pour instaurer un climat de stabilité propice aux investissements. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme poursuit sa politique d'habitat accessible à Aoué, dans la commune d'Alépé. Les travaux de construction de 300 logements sociaux viennent d'être lancés. Une initiative qui vise à lutter contre la précarité immobilière avec des habitations à coût réduit répondant aux normes de sécurité et de confort. Et puis la région centrale de Ségou au Mali a été le théâtre d'une double attaque coordonnée perpétrée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jnim affiliés à Al-Qaïda. Les positions militaires de Farabougou et de Birikiwere ont été prises pour cible. Bien que le bilan officiel ne soit pas encore connu, plusieurs sources locales évoquent la mort de nombreux soldats et civils. Voilà pour les titres. C'est un modèle de stabilité que la Côte d'Ivoire a présenté ce 20 août au Japon à l'ouverture du TICAD 9, sommet de coopération entre le Japon et l'Union africaine. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a décliné l'expérience ivoirienne en matière de paix et de sécurité. Un message fort face à de nombreux chefs d'État salués par Tokyo et les Nations Unies. Franck Kouadio et Ulrika Dongon sont à Yokohama. Yokohama, premier port d'exportation japonais, vend la coopération nippone aux États africains. L'édition 9 de la conférence internationale de Tokyo sur le développement réunit une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernements membres de l'Union africaine sur la nécessité du renforcement de cette coopération et le Premier ministre Robert Begré-Mambé représente le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Pour l'entame des réflexions, la thématique de la paix et de la sécurité est l'option choisie. C'est la réalité, une condition pour une dynamisation de la politique économique japonaise sur le continent. Paix et stabilité, croissance économique, inclusivité de la société, les uns ne vont pas sans les autres. Nous voulons œuvrer conjointement avec l'Afrique. L'Afrique participe à l'élaboration de l'ordre mondial en tant qu'acteur responsable. Faire taire les armes, le développement durable a besoin de paix durable. Et en faisant cesser les violences de toute forme, renforcer la cohésion sociale et la stabilité, cela permettra d'attirer les investissements et les affaires en Afrique. Œuvrer conjointement avec l'Afrique par l'investissement, l'aide publique japonaise, tournant autour de 10% depuis le TICAD 1 en 1993, est appelée à croître. L'Union africaine, par la voix de son président en exercice, le chef de l'État angolais, Joao Lourenço, espère l'accélération de cette coopération. La Banque mondiale est partie prenante et se veut optimiste. À la tribune des plénières, la Côte d'Ivoire a porté sa voix et partagé son expérience de modèle de stabilité au plan sécuritaire. Partager cette expérience que la Côte d'Ivoire a d'être en paix et de développer des projets pour tous les Ivoiriens, des plus jeunes aux plus âgés. Mais surtout, le président a anticipé en créant cette grande académie de Jacques Vine pour former nos forces de sécurité et de défense à un très haut niveau, pour protéger les intérêts du pays. Et à telle enseigne que certains pays africains, ayant vu l'intérêt que cela présente, font venir leurs forces de défense et de sécurité pour se former à l'académie. Et les autres pays européens, asiatiques, américains qui ont vu que ce travail était rigoureusement mené, ont pris une part active au financement de cette académie antiterroriste pour contribuer à la consolidation des acquis de cette formation. La paix, la sécurité et le volet à venir du dynamisme économique, le Premier ministre prendra à nouveau la parole à la tribune sur la question au second tour des activités du TICAD qui s'achève pour la partie officielle le 22 août 2025.
Nous sommes au Japon et nous y restons en marge des travaux de la TICAD 9 à Yokohama. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé enchaîne les rencontres bilatérales. Parmi ses interlocuteurs, la Fédération internationale pour la jeunesse active en Côte d'Ivoire et l'Association des parlementaires pour la coopération Japon-Union africaine. Deux échanges constructifs en faveur d'une jeunesse engagée et d'une diplomatie renforcée. Le point avec nos envoyés spéciaux. En marge du sommet de la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, le Premier ministre multiplie les rencontres. Premier axe, aborder la question d'une jeunesse ivoirienne, citoyenne et modèle. La vision de l'IYF International Youth Fellowship est partagée par Robert Begré-Mambé, qui reçoit le révérend Okra Soupark, fondateur de ce mouvement qui œuvre activement en Afrique. Nous avons décidé de continuer cette éducation en Côte d'Ivoire. Et une fois que les jeunes ivoiriens reçoivent cette éducation, nous croyons que ça va aussi faire hausser l'intellectuel des jeunes. Nous avions beaucoup étudié par rapport à ça et que nous avons fait l'expérience. Nous avons donné aussi ces rapports très favorables au gouvernement. Ils étaient très contents et que nous allons continuer cette éducation. Rencontre stratégique que celle avec l'Association de l'amitié parlementaire Japon-Union africaine. Le Premier ministre, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Léon Kwakwadom, de la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire au Japon et du ministre de la Communication, parle du renforcement des liens multisectoriels avec les parlementaires japonais, dont l'interaction avec la Côte d'Ivoire remonte à 2019 à Tokyo, la capitale, avec le président de la République Alassane Ouattara. Une coopération relève le Premier ministre qui porte du fruit. Notre pays est un pays qui compte. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux. C'est pourquoi les Japonais s'intéressent à la Côte d'Ivoire. Et au cours de l'entretien que nous avons eu avec les parlementaires japonais, nous avons mis en évidence l'intérêt qu'il y a à créer un groupe spécifique d'amitié parlementaire entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, nous, on est déjà en avance puisqu'on a un de nos députés qui est le président de ce groupe parlementaire. Nous attendons simplement de nos amis japonais qui puissent matérialiser leur volonté par la création de ce groupe au sein du Parlement japonais. Et cela va renforcer davantage cette belle coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis les années 60. Et la matérialisation de cette coopération s'est illustrée, rappelle le chef du gouvernement, par la revalorisation du pan culturel, mais aussi par plusieurs infrastructures de premier plan construites, ainsi que plusieurs réalisations sanitaires. Retour en Côte d'Ivoire, à Aoué, sur l'axe Abidjan-Alépé. Le ministère de la Construction vient de lancer un nouveau projet de logements sociaux, une initiative qui s'inscrit dans la politique gouvernementale de facilitation de l'accès au logement à coût abordable. Astou Touré et Issa Dambélé pour les détails. Dans quelques mois sortiront de ces terres 300 logements sociaux au profit des populations. Un programme situé dans le village d'Aoué sur l'axe Abidjan-Alépé. Il s'inscrit dans la politique du gouvernement, à savoir permettre à chaque citoyen de bénéficier d'un toit décent. Le VRD primaire est fait par l'État. Donc nous avons vraiment les accompagnements pour pouvoir faire des maisons à bas prix. Faire Aoué, n'est-ce pas, d'ici quelques années, l'Eldorado, n'est-ce pas, de l'immobilier. Merci au ministre de la Construction, merci au président de la République. Des coups de pioche, du ciment, et voilà ainsi démarrer les travaux de ce nouveau chantier qui va accueillir bientôt ses premières bâtisses. Ce projet est le fruit d'un partenariat public-privé qui sera réalisé sur 5 hectares. Je suis venu au nom du ministre Koné Bruno pour rassurer également nos compatriotes. Rassurer les Ivoiriens pour leur dire que le programme de logement continue et en faveur des Ivoiriens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Nous avons construit environ 42 000 logements et sur ces 42 000 logements, en février 2025, le Premier ministre a remis environ 2700 clés à Bassam et à Bingerville et 1072 clés à Lokodrou. Après Bingerville, Kambassam et Lokodrou, dans quelques semaines, le ministère de la Construction projette de remettre environ 893 clés à Songo.
Mans, capitale du Tonki, a accueilli la 4e étape de la caravane de l'attestation du droit d'usage coutumier, une initiative du ministère de la Construction qui vise à rapprocher les services de l'administration foncière des populations et à désengorger les procédures. Objectif, un foncier mieux encadré pour un développement durable. Le point avec Christ Diomandé et Yafolo de Zahana. Pendant des décennies, le foncier urbain en Côte d'Ivoire a été le théâtre de nombreuses tensions et de conflits. Dans la seule ville de Mans, 95 plans de lotissement ont été recensés, mais seuls 35 sont officiellement approuvés. Résultat, un habitat souvent précaire construit dans des zones à risque. Face à cette réalité préoccupante, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a engagé une réforme de fond, l'attestation du droit d'usage coutumier ADU. C'est un document officiel sécurisé reconnu par la loi, fruit d'une validation coutumière, technique et administrative. Pour accompagner cette réforme, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a lancé une grande caravane nationale de sensibilisation pour informer, expliquer et rassurer. Cette caravane pour passer dans toutes les régions a l'effet d'instruire la population sur les nouvelles réformes prises pour sécuriser les terrains. Nous avons été édifiés. Après l'étape du Sud Komwe, de l'Agnebi-Tiassa et de Gbeke, le ministre Bruno Nabanye-Koné met en lumière toute la portée de cette réforme. L'ADU offre un cadre légal sécurisé, opposable à tous. Un cadre qui protège les droits des détenteurs légitimes et rassure dans le même temps les acquéreurs. L'ADU remplace définitivement les anciennes attestations villageoises et tout cela va nous permettre d'avancer dans la mise en place d'un environnement foncier plus stable et surtout va nous aider à créer un environnement de paix. Bruno Nabanye-Koné a annoncé l'ouverture prochaine d'une antenne du guichet unique du permis de construire à Mans, ainsi que le lancement de nouveaux programmes de logements sociaux dans le cadre du programme présidentiel. Ces 2 journées de mobilisation ont également été rythmées par un grand panel d'échanges qui ont apporté des réponses concrètes aux préoccupations des populations. Dans le domaine de la formation professionnelle, l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel se modernise grâce à la coopération avec la Corée du Sud. L'agence COICA a procédé à la remise officielle de laboratoires rénovés et équipés pour améliorer la qualité de la formation dans plusieurs filières. Plus de 5 milliards de francs CFA investis pour accompagner les ambitions de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire. Issaïo, Khalid Diomandé et Yamasso. À l'approche de la rentrée académique, les laboratoires de l'IPNET, l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique professionnel, se modernisent. De nouveaux équipements y sont installés pour renforcer la qualité de la formation dans des filières comme les technologies numériques, l'automatisme et la mécanique automobile. L'Institut reçoit également 4 véhicules neufs, le tout pour un investissement global de 5 milliards de francs CFA offert par la COICA, l'agence coréenne de coopération. Grâce à ces nouveaux équipements, nos formateurs et nos étudiants auront désormais accès à des technologies de pointe, à des environnements d'apprentissage réalistes, à des conditions de formation conformes aux standards internationaux. La formation professionnelle fait partie intégrante des éducations indispensables au développement d'une nation. Ce projet de rénovation et d'équipement ne concerne pas seulement l'IPNET. 2 établissements de Boaké seront réhabilités et bénéficieront également d'équipements adaptés à leurs activités respectives. Je voudrais, au nom du gouvernement ivoirien, remercier chaleureusement le gouvernement coréen. L'appui de votre pays est précieux. Il contribue directement à l'émergence d'une jeunesse compétente, autonome et tournée vers l'innovation. Vieille de plus de 60 ans, la coopération ivoiro-sud-coréenne se consolide à travers ce nouvel appui de la COICA. 15 cadres du ministère de l'enseignement technique suivent actuellement un programme de renforcement de capacité en Corée du Sud.
On s'intéresse maintenant à ce geste fort en faveur de l'inclusion avec la LONASI qui a remis un chèque de 10 millions de francs CFA à l'ONESI pour faciliter l'identification de 2000 personnes en situation de handicap. Un soutien financier destiné à la production gratuite de cartes nationales d'identité afin d'assurer à tous un accès équitable aux droits civiques. Le reportage de Serge Coléa. Geste de solidarité, acte en faveur de l'inclusion sociale, matérialisé par la remise de 10 millions de francs CFA à l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification. La LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, contribue ainsi à la production de 2000 cartes nationales d'identité gratuites destinées aux personnes en situation de handicap. En choisissant, Monsieur le Directeur général, de nous soutenir et soutenir de façon spécifique les personnes en situation de handicap, la LONASI démontre non seulement sa sensibilité à la question de la vulnérabilité, mais aussi sa volonté de contribuer à la construction d'une société plus juste où personne n'est laissé en marge. À travers ce geste, la LONASI traduit son engagement citoyen et social. La carte nationale d'identité est un passeport de citoyenneté qui ouvre de nombreux droits et services comme la participation des nouveaux bénéficiaires aux scrutins électoraux à venir. Donc, en le finançant, pour celles et ceux qui font face à des obstacles supplémentaires, nous affirmons notre engagement pour l'inclusion. Cette action s'inscrit dans une série d'engagements de la LONASI en faveur des populations vulnérables. En politique, le RHDP affirme être prêt pour la présidentielle. Son porte-parole principal, Kobena Kwasi Adjoumani, a annoncé ce mercredi la fin de l'opération de parrainage en vue du dépôt du dossier de candidature de président Alassane Ouattara. Lors de cette rencontre avec la presse, il a également mis en garde contre la dérive verbale dans le débat politique susceptible d'éroder la cohésion nationale. Le compte-rendu de Moussa Konaté et Richard Bao. Le RHDP se dit prêt pour l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Le parti, par la voix de son porte-parole principal, annonce avoir réuni l'ensemble des parrainages citoyens pour son candidat, le président Alassane Ouattara. Le candidat de notre parti, son Excellence M. Alassane Ouattara, procédera dans quelques jours au dépôt de sa candidature. Ce sera un grand moment de notre marche vers la victoire. Il est bon de souligner qu'en tant que parti majoritaire, le RHDP a honoré son statut en réunissant sans coup férir les parrainages nécessaires dans toutes les régions et districts de Côte d'Ivoire pour permettre à son président de boucler son dossier de candidature. Kobena Kwasi Adjoumani réaffirme également l'ambition du parti à participer à un scrutin sans violence. Le RHDP voudrait réitérer son appel au calme et à la sérénité. Les élections auront lieu aux dates indiquées. Elles seront apaisées et démocratiques. Nous demandons aux Ivoiriens de continuer de vaquer à leurs occupations et de ne pas avoir peur. Le porte-parole principal du RHDP s'est aussi prononcé sur les dérives langagières constatées dans le débat politique. Il a rassuré de l'engagement du parti à préserver la cohésion sociale. À l'approche de la présidentielle de 2025, les lignes bougent sur l'échiquier politique. Drissa Traoré, ancien vice-président du FPI, a officiellement rejoint le RHDP avec à ses côtés plus de 300 militants et cadres du parti d'opposition. Un ralliement qui marque un tournant dans son parcours politique. On regarde tout cela avec nous, Sangaré. Après plus de 20 années de militantisme au sein du Front populaire ivoirien, Traoré Drissa, ancien vice-président du FPI, officialise son adhésion au RHDP. Il est accompagné dans sa démarche par plusieurs secrétaires nationaux et de nombreux militants. Notre adhésion n'est pas seulement symbolique, c'est un engagement ferme et objectif. Désormais, nous nous engageons avec toutes nos forces à nous battre sur le terrain dans chaque quartier, dans chaque rue, dans chaque famille, en vue de garantir à son Excellence le président Alassane Ouattara une victoire éclatante.
Cette vague d'adhésion est saluée par Farouk Ousmaoro, coordonnateur régional RHDP à Djamé. Pour lui, l'arrivée de ces nouveaux militants vient renforcer l'engagement collectif aux côtés du président Alassane Ouattara. À vous, désormais ex-membres du FPI, soyez assurés que vous trouverez ici un cadre fraternel, ouvert et respectueux, où chacun a sa place et où chaque voix compte. Ces nouveaux militants ont reçu les attributs de leur adhésion des mains d'Ibrahim Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP. Le président Alassane Ouattara démontre ici qu'on peut gouverner autrement. En 10 ans, 15 ans, le pays est métamorphosé totalement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, sans discrimination aucune. Son bilan est sans appel, salué par le monde entier. Le RHDP entend poursuivre sa dynamique de rassemblement, convaincu que ces nouvelles adhésions contribueront à consolider sa base électorale en vue du scrutin d'octobre 2025. Direction les États-Unis à Washington, la 15e édition du festival annuel de l'ONG La Main Tendue a mis à l'honneur la culture ivoirienne. Cette célébration vise à renforcer les liens entre la jeunesse ivoirienne de la diaspora américaine et leur terre d'origine à travers des expressions culturelles riches et variées. Le détail avec Michel Digré. Loin de la Côte d'Ivoire, mais proche de la terre d'Eburnie, avec la culture du pays dans le cœur, ces jeunes Ivoiriens vivant aux États-Unis sont à l'honneur au festival de l'ONG La Main Tendue. Je suis américaine, mais ivoirienne d'origine. Je participe chaque année à ce festival qui est incroyable. La culture, la nourriture, j'adore. L'ambassadeur Ibrahima Touré invite les jeunes à représenter dignement la Côte d'Ivoire au pays de l'oncle Sam. C'est le lieu de rappeler les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de paix, de fraternité, de tolérance. Et qui mieux que la jeunesse pour cultiver ces valeurs. Pépita Koulibaly, présidente de l'ONG La Main Tendue, dresse le bilan de ce festival qui est à sa 15e édition. 15 années de rencontres, d'échanges culturels, de célébration de notre identité ivoirienne dans toute sa richesse et sa diversité. 15 années qui témoignent de notre volonté collective de garder un lien fort avec nos racines, où que nous soyons dans le monde. Les exposants ont pu également présenter aux festivaliers plusieurs produits made in Côte d'Ivoire. Retour en Côte d'Ivoire, aux deux plateaux, un atelier atypique a retenu l'attention des participants. Des jeunes filles s'initient à la danse classique, un art encore peu pratiqué en Côte d'Ivoire. Sous la direction d'une passionnée, cette discipline exigeante allie rigueur, grâce et détermination. Un apprentissage qui nourrit les rêves de celles qui ambitionnent de fouler un jour les plus grandes scènes du monde. Brouyapo et Alexis Ouedraogo vous racontent cette belle aventure. C'est une discipline qui se fraye un chemin timide en Côte d'Ivoire. La danse classique, aussi nommée le ballet, est une forme d'art de la scène caractérisée par des mouvements précis, élégants et codifiés, souvent accompagnés de musique. Ce vendredi justement, nous rencontrons Nissa Kwame. Elle est danseuse professionnelle. Ici, chaque geste compte, chaque pas raconte une histoire vieille de 500 ans. Je suis autodidacte, j'ai tout appris sur Internet. Tout le monde voit déjà cette discipline-là comme une distraction, une passion, pas comme un travail. Donc moi, j'ai vraiment décidé d'entreprendre dans ce milieu-là. On constate de plus en plus que les enfants ont ce rêve-là de faire de la danse classique. Donc vu que moi, je n'ai pas pu réaliser cela étant enfant, je décide de donner des cours pour pouvoir réaliser le rêve de ces petites-là. Dans sa troupe, les petites ballerines se rêvent déjà une carrière. Depuis 2 ans, Louise pratique cette discipline et compte bien atteindre le plus haut niveau. J'ai découvert la danse classique grâce à ma camarade qui pratiquait déjà la danse classique. Je veux faire de la danse classique un métier. Une étincelle que soutiennent certains parents avec fierté. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je crois que c'est en pleine évolution
parce que nos filles s'intéressent un peu plus maintenant. Donc, on va dire que le meilleur reste à venir. Je pense que c'est une discipline qui est nouvelle et qui n'est pas connue. Si elle voulait faire une carrière, dans la danse classique, c'est son choix et je l'accompagnerai. La danse classique, née dans les cours royales de la Renaissance en Italie avant de s'épanouir en France au XVIIe siècle, est aujourd'hui un art universel. Longtemps réservée à une élite, elle se démocratise peu à peu, révélant des talents, comme ici, en Côte d'Ivoire. Le rideau est tombé sur la 38e édition de Wozo Vacances, l'émission emblématique dédiée aux tout-petits ce mercredi 20 août au parc des expositions de Port-Boué. 4 groupes étaient en lice pour la grande finale. En compétition, les espoirs de Koumassi, les petits Opanayou de Zébizekou, les éléphants d'or de Bois-Kenouveau et Nora Baleni de Wanino. Après des prestations riches en couleurs et en talent, ce sont les éléphants d'or de Bois-Kenouveau qui ont remporté cette édition. Une finale pleine de promesses. Nous reviendrons avec tous les détails dans nos prochaines éditions. Religion à présent à Bondoukou, la paix sociale était au centre d'un important séminaire réunissant les sections régionales du COSIM, du Gontougo et du Bunkani. Objectif, former les imams sur leur rôle dans la promotion de la fraternité, de la solidarité et de la cohésion sociale. Une initiative saluée par le président du COSIM et le ministre d'État, Kobena Kwasi Ayumani, tous présents à cette rencontre. Le compte-rendu de Yafolo de Zahana. Les imams issus des régions du Bunkani et du Gontougo réunis à Bondoukou pour échanger autour du rôle des imams et prédicateurs dans la promotion des valeurs de paix, de fraternité et de solidarité. Une initiative du COSIM qui vise à renforcer la paix et l'engagement des imams du Zanzan à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Bondoukou, ville située au nord-est de la Côte d'Ivoire, célèbre pour ses nombreuses mosquées et son riche patrimoine religieux. Cette rencontre des imams issus de ces régions s'est tenue à l'université de Bondoukou. L'objectif de ce séminaire, c'est rassembler les imams pour les rappeler dans les rôles qu'ils ont toujours joués pour œuvrer pour la stabilité, l'entente et la cohésion de la Côte d'Ivoire. En présence de nombreuses personnalités et des fidèles musulmans, le ministre d'État, Kobena Kwasi Ayumani, haut patron de la rencontre, a souligné l'importance de l'unité entre différentes communautés religieuses. Chers imams du Zanzan, chers séminaristes, je voudrais vous exhorter à continuer à être des artisans de paix. Vous constituez un rempart contre la violence et le désordre. Je vous engage à persévérer dans la prière pour la paix en Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire demeure un pays de paix et qu'elle continue sa marche vers le développement. Le président du COSIM, le cheikh Ousmane Diakité, a annoncé un projet pilote innovant, la sauvegarde et la numérisation de précieux manuscrits islamiques anciens à partir du district du Zanzan. Une démarche qui s'inscrit dans la préservation du patrimoine culturel et religieux de la Côte d'Ivoire. À Sénématiali, la communauté musulmane célèbre un nouveau joyau spirituel. La mosquée de la Miséricorde, située au quartier Sodefel, a été officiellement inaugurée. Ce lieu de prière pourra accueillir plus de 700 fidèles. La cérémonie empreinte de ferveur et d'unité s'est tenue en présence d'une importante délégation du COSIM. Un reportage d'Ami Sissoko. À Sénématiali, dans le Poro, au cœur du quartier Sodefel, une nouvelle maison de Dieu ouvre ses portes, la mosquée de la Miséricorde. Un don de Dr Adama Koulibaly, ancien directeur général du conseil Coton Anakat et cadre de la localité. Dans ce quartier, j'ai constaté qu'il n'y a pas de lieu public de prière pour les musulmans. Il y a certes des mosquées privées, mais je souhaitais construire une mosquée publique. Et Dieu voulant, la mosquée a été construite. L'inauguration s'est déroulée dans une atmosphère de ferveur et de recueillement, en présence d'une forte délégation du COSIM conduite par Cheikh Abouaka Konaté. Une grande joie pour la communauté musulmane de Sénématiali. La grande mosquée est très loin. Si tout le monde doit aller là-bas, les vieilles personnes, les personnes qui ont mal aux pieds, ça va poser problème. Le docteur, lui, il a financé ça pour nous.
on ne fait que lui dire merci. Pour les femmes, nous allons prendre soin de la mosquée. Comme c'est la voix de Dieu, vraiment, ça nous donne le courage en tout cas. Point culminant de la cérémonie, l'intronisation du nouvel imam, Adama Koulibaly. Nous sommes pas les Djamanama. L'imam disait qu'il remercie Allah qui a favorisé cette œuvre, en tout cas religieuse, et il remercie également les donateurs. Aussitôt inaugurée, la mosquée a accueilli sa première grande prière du vendredi. Dans son sermon, Cheikh Abaka Konaté a prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous disons merci à Dieu qui l'a permis de faire cette belle structure pour l'islam en Côte d'Ivoire. Nous demandons à Allah de bénir la Côte d'Ivoire et de bénir Snama Tchali. Érigée sur 1600 mètres carrés avec une capacité de 700 fidèles, la mosquée de la Miséricorde devient la 11e de la commune de Sinématiali et la 56e du département. Du sport dans cette édition, au terme d'un duel allaitant à Luanda, le Mali a validé son ticket pour les demi-finales de l'Afro-Basket en venant à bout de la Côte d'Ivoire 102 à 96 après prolongation. Les éléphants devant de 12 points à la mi-temps ont vu les aigles revenir avec détermination. À égalité 90 partout à la fin du temps réglementaire, la prolongation a tourné à l'avantage du Mali, plus solide et décisif dans les moments clés. Les aigles poursuivent donc leur belle aventure, tandis que les éléphants quittent la compétition avec les honneurs. Au Mali, 2 attaques simultanées ont frappé la localité de Farabougou et Birikiwere dans la région de Ségou, au centre du pays, ce mardi 19 août. Cible, les positions des forces armées maliennes. Les assauts ont été revendiqués par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, affilié à Al-Qaïda. Si aucun bilan officiel n'a encore été rendu possible, public, plusieurs sources locales évoquent la mort de plusieurs militaires et civils, une situation qui relance des inquiétudes sur la sécurité dans cette zone déjà instable du pays. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir, rendez-vous sur la page Facebook et la chaîne YouTube de RTI Info. Une édition également disponible sur RTI Play. Bonsoir.